le forum du studio Kalamgou, 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 le forum du studio Kalamgou. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont ceux qui suivent: la cérémonie de pose de la première pierre d'une cimenterie à Kaou dans la région de Tawa, couplé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Abalak, ainsi que les travaux d'aménagement et de bitumage de la route RTA Kaou-Kintabaraden. C'était mardi 20 octobre dernier. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur la nouvelle interdiction de la manifestation des acteurs de la société civile prévue pour se tenir le mardi 20 octobre 2020, une décision de la ville de Niamey décriée par certaines organisations de la société civile. L'actualité, c'est aussi l'acquittement au bénéfice du doute des élèves officiers arrêtés dans l'affaire de l'assassinat du jeune officier Talata Shamsuddin Tchombiano. Une décision qui résulte d'une semaine de procès au tribunal militaire de Niamey débuté le mercredi 14 octobre passé. Pour commenter et analyser ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Maïmouna Diado, journaliste indépendante. Maïmouna Diado, bonsoir. Oui, bonsoir. Gare Amadou du quotidien La Nation. Gare Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Issa Madougou, journaliste indépendant également. Issa Madougou, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par cette série de lancement de travaux. Mardi 20 octobre passé, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle cimenterie à Kaou, département de Kintabraden, région de Tawa. La cimenterie, dont la construction durera 28 mois, aura une capacité de production annuelle d'1 million de tonnes sur un besoin national estimé à 600 000 tonnes, dont 80% importés actuellement. La cimenterie de Kaou, un investissement de près de 165 milliards de francs CFA, va créer près de 1000 emplois directs et indirects pour les jeunes Nigériens, a dit le chef de l'État. Dans la même foulée, le chef de l'État a également procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Tawa-Abalak, long de 135 km, et l'aménagement et le bitumage de la route RTA Kaou-Kintabraden, 87 km. Gary Amadou, quelle appréciation faites-vous au sujet de toutes ces infrastructures? Je crois que l'une des réussites du régime de la 7e République, c'est vraiment en matière d'infrastructure, que ce soit sur le plan des routes, que ce soit sur le plan, en tout cas, de la création de plusieurs unités industrielles, notamment pour la Soraz, par exemple, et puis la nouvelle cimenterie qui va être, en tout cas, créée au niveau de Kao. Ce qui est important, c'est que, en réalité, l'enseignement qu'il faut tirer, c'est que tous les investissements qui sont faits pour la nation. C'est-à-dire que vous voyez que la cimenterie, l'inauguration, la pose de la première pierre a eu lieu par le président Issoufou, mais c'est le prochain président qui va l'inaugurer. Donc ça veut dire quoi, l'enseignement? Ça veut dire que c'est les Nigériens qui vont en profiter. Tout ce qui est fait là, c'est les Nigériens qui vont en profiter. Je crois que l'attente aujourd'hui de la population par rapport à la nouvelle cimenterie de Kao, c'est est-ce que cette cimenterie-là va entraîner une baisse du prix du sac de ciment au Niger, parce que c'est ça l'attente de toutes les populations. Les gens ont été assez, en tout cas, disons, déçus par la production du pétrole. Ils pensaient qu'avec la production du pétrole, par exemple, que le prix allait baisser. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, avec la deuxième cimenterie de Malbaza, oui, avec les gens avaient espéré. Voilà, les gens avaient espéré. Et maintenant, avec la cimenterie de Kao, en tout cas, l'attente des populations, c'est que
le prix du ciment puisse baisser. Je ne sais pas combien est le prix maintenant. 7500 il y a un mois, en tout cas, le prix du sac de ciment, je ne sais pas. Mais vraiment, si. Tombé à 5 000 francs. C'est à 5 000 francs. Mais je pense que si ça peut baisser encore, ça va permettre, par exemple, à la population nigérienne de rompre avec la construction de bâtiments en banco et vraiment de pouvoir avoir les moyens de s'offrir vraiment le ciment qui va permettre de faire des constructions plus solides, surtout en cette période où il y a des intempéries qui causent d'énormes dégâts au niveau des populations et qui entraînent la destruction des habitations. Je pense que c'est vraiment une excellente chose, mais il faut aussi que ça réponde aux attentes de la population donc en matière de prix. Concernant les routes, je me rappelle d'un débat que j'avais eu avec un autre journaliste sur une télévision où j'avais parlé des importantes infrastructures routières qui ont été réalisées par le régime de la 7e République. Et le journaliste m'avait dit, oui, mais monsieur Garé, les routes, ça ne se mange pas. Je lui ai dit, non, si, les routes, ça se mange très bien. Et il était effaré, je lui ai dit, je m'explique. Si les routes sont mauvaises, la marchandise prend plus de temps pour arriver à destination, ce qui a un impact sur le coût du produit. Et donc, si les routes sont bonnes, vous mettez moins de temps sur la route. Et donc, les prix sont censés être abordables. Et donc, surtout la zone de Kaou, Kintebraden, c'est quand même une zone pastorale. Oui, une zone pastorale. Et puis, je vous dis, pour ce qui concerne la région en tout cas, Abala-Tawa, c'est une route épouvantable, ceux qui l'ont en tout cas emprunté. Je pense qu'avant la fin du mandat du président de la République ou l'arrivée du prochain président de la République, il s'agira de continuer sur la même lancée en faisant en sorte que, par exemple, des routes mythiques qui sont complètement dégradées aujourd'hui, je parle de la route Tawa-Agadez, oui, et Agadez-Arlit, Dosso, Bella, que ces routes-là, il paraît que pour ce qui est d'Agadez-Tawa, il y a un début de travaux. Il s'agira donc pour les autorités prochaines qui vont arriver au pouvoir de faire en sorte que l'on continue sur cette lancée-là. Parce que dans un pays, plus il y a de routes, plus l'activité économique est vigoureuse et plus les consommateurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais quand les routes sont épouvantables, quand il faut mettre 2 à 3 jours de route, alors que d'habitude, en une journée, on amène un produit, forcément, ça va impacter sur les produits et ça va avoir vraiment, en tout cas, des conséquences négatives sur les populations. Vraiment, ce sont des réalisations à saluer et je pense qu'il faut maintenir le cap et continuer sur la même lancée. Maimouna Diado, la cimenterie de Kaou, dont la pose de la première pierre a eu lieu, sera la 3e du pays après celle de Malbaza et de Keita. Quelles peuvent être les attentes et les craintes des Nigériens vis-à-vis de ces patrimoines? Parlons donc de la première pierre, pose de la première pierre donc pour ce qui est de la cimenterie de Kaou. Je pense que les attentes de la population, c'est que peut-être avec ces 3 usines déjà, le ciment soit en baisse, soit revu en baisse pour permettre donc à ces populations de profiter. Parce que c'est une production locale, donc il faut que ça profite à la population. Ça profite à la population comment? Déjà, vous parlez que ça va non seulement ouvrir les portes pour les jeunes concernant l'emploi, ça va également permettre peut-être avec ça de réduire davantage le ciment pour permettre à ces populations aujourd'hui de rompre avec les maisons en banco. C'est ça en fait. Donc, deuxièmement également, mais ce que la crainte aujourd'hui de ces populations aussi, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui installer par exemple une usine de cimenterie dans une région et que cette région ne puisse profiter, la commune de Kaou, la commune de Kaou ne puisse profiter en fait des retombées de la production. Quand je parle de retombées de la production avec cette usine, on peut non seulement accompagner l'école, on peut accompagner les infrastructures sanitaires. C'est une façon d'aider ces populations. Et deuxième crainte aussi, c'est au niveau donc de l'emploi. Nous avons vu des usines qui ont été créées où les jeunes Nigériens ne se trouvaient pratiquement pas dans ces usines. Et même s'ils se trouvent, ce sont en fait les plus qui sont exportés que les Nigériens sur place. Ça veut dire que la main-d'œuvre doit servir à ces jeunes Nigériens. Et en priorité, quand je dis ces jeunes Nigériens, en priorité, Kaou. Ça veut dire ceux qui sont déjà sur place là-bas doivent être vraiment des jeunes. Ces jeunes doivent s'impliquer et doivent avoir les portes grandement ouvertes pour que ces jeunes puissent adhérer, travailler. C'est une opportunité
et il faut saisir l'opportunité. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les autres, mais il faut d'abord commencer par soi-même. C'est-à-dire que c'est au bénéfice du doute, c'est vrai, mais nous, ce que nous voudrions, vraiment, nous encourageons donc ces genres d'initiatives aussi, parce que comme l'a dit Garé, aujourd'hui, la pose de la première pierre, mais pour la réceptionner, ce sera un autre président qui va réceptionner ça. Et nous voudrions que ces genres de construction à l'endroit de la population, parce que la population rurale, c'est la population qui souffre le plus. Donc, comme l'a dit Garé, les routes se mangent bel et bien, parce qu'avec les routes, il y a moins d'encombrement, il y a moins de difficultés, dans le sens que ce soit le transport, que ça soit, parce que c'est les transports, c'est ça qui amène les marchandises, c'est ça qui amène également les médicaments dont nous avons besoin, dont la population a besoin. Donc vous voyez, au lieu de faire 3 jours ou 2 jours pour arriver à un endroit, donc je pense qu'avec les routes, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Maintenant, encourageons tout simplement ces genres d'initiatives, encourageant et donnant l'opportunité à ces populations vraiment de se servir. De se servir comment? Je l'ai dit, en investissant dans l'éducation, en investissant dans le plan sanitaire. Voilà de quoi vraiment les attentes de ces populations aujourd'hui. Issa Madougou, les travaux de réhabilitation de la route Tawa-Abala, Ablak, long de 135 km, dureront 36 mois pour un coût global de 85 milliards de francs CFA, et ce de l'aménagement et du bitumage de l'axe RTA PK 70 Kau Kintabraden pour un délai de 30 mois vont coûter un peu plus de 36 milliards de francs CFA. N'est-ce pas là un soulagement pour les populations riveraines et l'ensemble des usagers de ces voies en question? Merci Mokhtar. Bon, vous savez très bien que l'avènement d'une voie moderne est toujours salué par les populations et surtout les usagers de la route. Mais cette fois-ci, il faut qu'au Niger, qu'on fasse plus de transparence, qu'on nous dise que ce prêt qui va financer, ça va durer combien de temps, parce que c'est de ça qu'il s'agit, plus que ceux qui vont exécuter le marché puissent faire un travail vraiment de qualité. Il ne faut pas que ça soit du gâchis. Les Nigériens vont payer tôt ou tard ces prêts. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est la BOAD et Coris Bank qui financent ces infrastructures. Donc, il faudrait mieux expliquer cela pour comprendre les dispositions afin que les entreprises qui ont aujourd'hui l'exécution de ces travaux puissent le faire dans le respect des normes. Et aussi, les ingénieurs qui vont faire le contrôle, qui ne sont pas ces ingénieurs-là qui vont juste aller sur le terrain et contrôler de vue comme ça, sans pour autant vérifier concrètement si l'infrastructure répond aux normes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi la spécificité des zones. C'est des zones qui sont d'habitude où c'est désertique, un peu désertique pastoral, surtout quand quelqu'un qui connaît Kao, vous savez très bien dans cette zone, il y a un peu, quand vous dépassez un peu Kao, vous allez voir une zone où c'est très humide. Donc il faudrait qu'à ce niveau, qu'il y ait vraiment un travail de qualité pour cela. Il ne suffit pas seulement d'annoncer des chiffres. Sur l'autre côté de l'usine, moi je pense que ça fait la troisième usine qui est de cimenterie. Il est temps aujourd'hui de penser à un renouvellement aussi de la main-d'œuvre. Il est temps aujourd'hui de créer peut-être à l'Université d'Ottawa une faculté de sciences et techniques pour que les jeunes puissent être formés et travailler dans ces usines. Au-delà de ça, il faut que les responsabilités sociales de ces entreprises soient bien situées afin de permettre aux communes de bénéficier de leurs règlements afin de développer les secteurs comme l'éducation et la santé. Tout ça, là, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas seulement de voir l'investissement pour dire que non, le ciment de sac va chuter. Non, ce n'est pas savoir ça. Il faut que là où ça se trouve, ces usines, ces infrastructures, que ces populations de ces zones puissent profiter. Créer un débouché pour ces jeunes, pour qu'ils puissent être formés également. Moi, je pense que c'est ça qui est prioritaire. Il ne suffit pas de venir avec une main-d'œuvre d'extérieur qui vont avoir des salaires au détriment des Nigériens et on va prendre uniquement des ouvriers nigériens dont le salaire ne va pas dépasser peut-être même 50 000. Il faut que ces genres de choses s'arrêtent. Il faut que les Nigériens profitent des investissements, puisque c'est de la richesse naturelle, que c'est les ressources naturelles du Niger qui sont en train d'être exploitées et les Nigériens doivent en bénéficier.
Voilà quelques points que moi je pense que si on en tient à ça, ça permettra d'amorcer le cap du développement. Mais il ne suffit pas seulement, moi les chiffres, je ne m'intéresse pas seulement pour dire non, on a investi tel milliard, mais non, où est l'impact? Qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui, est-ce que la construction de cette usine dans cette zone pastorale ne va pas impacter la situation pastorale de la zone? Parce que c'est ça aussi qu'il s'agit. Il faudrait qu'il y ait des études pour minimiser l'impact et prévoir aujourd'hui des mécanismes en cas d'impact sur l'activité qui est déjà liée à cette zone, de pouvoir apporter des solutions en cas de problème. Voilà moi comment je vois, mais quand même c'est une bonne chose parce que tout le monde aspire à ce qu'il y ait un changement. Mais ce changement-là ne doit pas être un changement seulement de slogan, un changement fait comme ça, mais il faut que ce changement doit être réel et doit avoir fait tâche d'huile dans la vie des différentes communautés. Merci Issa Madougou, à vous, chers invités, Gary Amadou. Au vu des délais d'exécution de ces ouvrages, faut-il craindre de retard dans l'exécution des travaux ou même des arrêts quand on sait que le président de la République, Issoufou Mamadou, qui a lancé ces travaux, est sur le point de passer la main? Non, mais le plus important, c'est que le financement est déjà acquis. Donc, dès que le financement est acquis, je pense qu'il n'y a pas de rupture ou il n'y a pas de crainte à avoir. C'est-à-dire que le président, il a lancé, maintenant, je vous l'ai dit, c'est un autre président qui va inaugurer. Et maintenant, ce qui est extrêmement important, effectivement, comme l'a dit Memouna et comme l'a répété Issa Madougou, il faut que la main-d'œuvre, au moins pour les travaux de main-d'œuvre, les ouvriers là, qu'au niveau de la population de Kaou, il y a certainement des chômeurs, qu'elles soient d'abord priorisées. Voilà. Et maintenant, après eux, d'autres, parce que je sais que dès que la cimenterie sera finie, vous allez voir des hordes de chômeurs qui vont quitter Niamey, Dosso, partout pour partir au niveau de Kao. Et ce sont des situations qui créent parfois des frustrations au niveau local. Et les jeunes ont l'impression parfois qu'on les délaisse pour des gens qui viennent des autres régions, même si le Niger est un, mais il faut quand même prioriser les gens de la localité de Kao pour qu'ils puissent en profiter. Le deuxième détail, effectivement, comme l'a dit Issa, il faut faire les routes de bonne qualité. Parce qu'on a vu au niveau des fêtes tournantes. C'est ça le suivi de la qualité. Mais on a vu au niveau des fêtes tournantes vraiment des travaux bâclés, mal faits. Au bout de la première pluie, des bâtiments qui tombent, des murs qui tombent. Ça, il faut mettre du sérieux. Il faut que l'État, parce que c'est la faute de l'État. Parce que moi, je ne peux pas dire que non, c'est la faute du commerçant qui a eu. Non. L'État a une responsabilité. Quand vous donnez un marché à quelqu'un, il l'exécute. Vous avez la responsabilité de vérifier que le travail qui est fait est bon. N'est-ce pas? Enlevez toute politique. Si c'est pas bon, vous dites, écoutez, on a fait l'expertise, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Vous savez, et la route, c'est tellement important, il ne faut pas qu'on construise une route qui va se dégrader au bout d'un an. Parce qu'on a vu des routes vraiment bâclées, rien qu'à Niamey, n'est-ce pas? Qui sont complètement aujourd'hui devenues un souvenir. Vous voyez? Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on construise des routes de qualité qui peuvent supporter des camions et qui peuvent durer longtemps. Maintenant, le ciment... Et comme l'a dit, c'est important la question du prix du ciment parce que la cimenterie est à Kao, mais le ciment sera pour tous les Nigériens. Donc, je crois que pour tous les Nigériens et même à l'extérieur. Mais vraiment, l'une des attentes de la... Oui, l'une des attentes, je ne dis pas que c'est la seule attente, l'une des attentes vraiment, c'est sur le prix du sac du ciment. Par rapport au retard de l'exécution des travaux et même le suivi de la qualité, Memouna Diadou, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que j'ai ajouté, c'est qu'on n'a pas à craindre, en tout cas pour ce qui est de l'exécution des travaux. Parce que comme il l'a dit, le financement est déjà acquis. Donc, il y a les techniciens qui sont là pour ça. Le président de la République, lui, il n'a fait que poser la première pierre. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le président de la République qui va également faire le travail quand même. Il y a des techniciens pour ça. Donc, là, deuxièmement, également, j'ai des craintes aussi par rapport peut-être à la qualité de nos routes. Parce qu'on voit comment nos routes sont dégradées en espace d'un an. On nous sert, c'est vrai, des routes, mais en espace d'un an. Prenez peut-être l'exemple de Tillabéri aujourd'hui. La voie de Tillabéri. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu Tillabéri-Tchandolo le 18 décembre passé? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? La route est défectueuse. La route de Tillabéri. Ce n'est pas possible. Donc, si on continue, l'État du Niger continue à avoir des financements pour les routes et qu'on nous sert des routes où, après un an,
2 ans, c'est vrai, quand on fait l'ouverture, tout le monde applaudit. Mais est-ce que la qualité est là? Donc nous, on veut seulement qu'on mise sur la qualité. Misons sur la qualité et vraiment, comme l'a dit les autres, ça ne sert pas on ne parle pas de trucs politiques et autres, mais c'est la qualité, c'est pour tout, c'est pour tout le monde, c'est pour que tout le monde puisse être servi. Et vraiment, il faut aller dans ce sens. Voilà, passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Les acteurs de la société civile nigérienne, membres du cadre de concertation et d'action citoyenne, ont attaqué en justice lundi 19 octobre dernier la décision de la ville de Niamey qui interdit leur manifestation prévue pour le mardi 20 octobre. Selon Michael Zodi du collectif Tournons la page section du Niger, l'arrêté de la ville de Niamey a évoqué notamment l'état d'urgence sanitaire. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. On a fait une déclaration de manifestation qui devrait se tenir demain, mardi le 20 octobre. Donc, le vendredi, nous avons reçu un arrêté d'interdiction de la ville de Niamey. C'est cet arrêté-là que nous avons attaqué en référé. Au fait, sur l'arrêté d'interdiction, les gens ont dit qu'on ne peut pas manifester les jours ouvrables. Et aussi, ils disent que l'état d'urgence sanitaire. Et la Constitution, ni la loi qui réglemente les manifestations sur la voie publique n'ont prévu des jours de manifestation ou bien des heures de manifestation. Par rapport à l'état d'urgence sanitaire, il faudrait reconnaître que la loi n'a pas été promulguée sur l'état d'urgence sanitaire. Parce que la loi doit encadrer et les manifestations publiques et comment se comporter sous l'état d'urgence sanitaire. C'est un régime d'exception, mais il n'y en a pas. Il faut noter que les acteurs concernés ont fait appel de la décision en référé. Le juge de référé a estimé que la demande de la société civile concernant l'interdiction de la manifestation est mal fondée. Issa Madougou, quel commentaire après avoir écouté Michael Zodi, qui est l'un des acteurs de la société civile organisateur de la manifestation empêchée? Écoutez, mon frère, vous savez, depuis un certain temps, tous les défenseurs des droits humains ont commencé à dénoncer cette attitude du gouvernement par rapport à la restriction des libertés collectives et individuelles. La liberté de manifestation aujourd'hui au Niger, on peut dire qu'elle n'existe plus pratiquement. Quand on voit un arrêté de la ville qui sort pour dire qu'on ne peut pas marcher des jours ouvrables, on va se dire, mais on est dans quel pays? Pourquoi est-ce que la Constitution a donné ces détails? Aujourd'hui encore, on l'a vu depuis mars avec l'état d'urgence sanitaire, là encore, la restriction s'est un peu durcie. Donc vous voyez un peu tout ça, c'est des choses qui n'honorent pas notre démocratie. Et il faut essayer d'aller au-delà si on veut vraiment que l'image de la démocratie nigérienne puisse être vraiment cette image qui reflète une démocratie solide, une jeune démocratie vivante. Il faut qu'on puisse respecter les libertés, que tous ces acquis-là puissent être consolidés. Du point de vue vraiment général, on voit dans d'autres pays qui ont tout récemment commencé la démocratie. On voit comment les libertés sont respectées. Alors, nous, on a eu vraiment beaucoup. Ça a été un laboratoire, beaucoup de choses qu'on a eu. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en 2020, que pour manifester dans la rue au Niger, ça va être compliqué. Les gens si les organisateurs, ils devront prendre des dispositions. Attendons de voir d'abord si c'est concret, ça va se passer. Parce que si celui qui organise, s'il y a des départements, c'est lui qui assume la responsabilité. Mais ces organisateurs même vont prendre les dispositions et avec la force publique pour encadrer la manifestation. Donc ce n'est pas une manifestation spontanée de colère si les gens ont eu vraiment le temps d'écrire une déclaration de manifestation. Moi je pense qu'il faudrait, c'est leur liberté, c'est leur droit. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Donc tout ce qui peut tend à fléchir ou bien à terminer l'image de la démocratie nigérienne, il faut que nous l'arrêtons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus électoral qui veut dire que nous sommes en train de consolider les acquis démocratiques. Donc pourquoi ne pas respecter les autres droits et devoirs et libertés dans notre pays? Merci Issa Madougou. Maïmouna Diado, existe-t-il pour ces acteurs de la société civile un autre moyen ou une autre stratégie pour se faire entendre? Bon, concernant les stratégies, ça ne manque pas.
c'est des acteurs de la société civile nigérienne. Je pense qu'ils vont continuer également à faire appel à la justice. Ils vont essayer de voir d'autres canaux. Mais ce qui est sûr, ce que je sais que ces acteurs de la société civile ne vont pas baisser les bras. Mais comme je l'ai dit la dernière fois aussi, j'ai dit qu'il y a la rupture d'égalité. Parce que vous ne pouvez pas empêcher à d'autres Nigériens de manifester leur droit, d'exercer leur droit de manifestation et laisser d'autres, en fait, en train de faire autre chose. De faire des meetings politiques. Voilà, je parle des politiciens. Donc c'est une rupture d'égalité ici. Parce que si on dit qu'il y a ce qu'on appelle l'urgence sanitaire, mais l'urgence sanitaire, ça doit dans ce cas frapper tout le monde. Un citoyen nigérien quand même est égal à un citoyen nigérien. Mais le fait de les empêcher de manifester, ça rend encore ces acteurs de la société civile, ça les blesse. Parce que ça ternit aussi l'image de la démocratie au Niger. C'est comme si au Niger, jusqu'à présent, on n'a pas pris conscience que la démocratie donne le droit à s'exprimer. Normalement, quand je suis touché au plus fond de mon âme, que j'arrive au moins à m'exprimer. Ça, c'est un droit qu'on me donne. Aujourd'hui, il fallait tout simplement les laisser faire le premier pas, la manifestation du 20, pour voir peut-être ce que ça va donner. Je suis d'accord avec Issa. Ce que ça va donner, en fonction de ce que ça va donner, peut-être il y aura d'autres mesures. Mais depuis combien de mois ces acteurs de la société civile sont en train de faire appel à des manifestations et ces manifestations ont toujours été interdites à la dernière minute par la ville de Niamey. Mais avec ça, vous parlez de cohésion sociale. Mais est-ce que ça, c'est une cohésion sociale? Parce que ici aussi, la cohésion sociale doit intervenir dedans. Ça doit intervenir dedans. Et je suis sûr que ces acteurs de la société civile, ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont continuer, comme j'ai dit, à faire appel à la justice. Parce qu'ils sont dans leur droit, quand même, de faire appel à la justice. Ils vont faire appel à la justice. Ils vont employer d'autres stratégies de communication. Parce que ce n'est pas également dans la rue seulement qu'on peut communiquer. C'est ça. Il y a des points de presse, des déclarations, c'est vrai. Ils vont continuer à faire ça. Ils vont continuer à sensibiliser à leur manière la population par rapport à certaines dérives, par exemple, qu'ils ont notées du point de vue la malgouvernance, par exemple, si je prends, de l'État. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est de bonne guerre. C'est vrai, c'est de bonne guerre. Mais je suis sûr que ces acteurs de la société civile ne vont pas baisser les bras facilement. Gary Amadou, comment expliquer ces interdictions répétitives à des manifestations des organisations de la société civile pour cause d'état d'urgence sanitaire, alors même que du côté de certains hommes politiques, des gens font des meetings et réunissent des milliers de personnes? Maïmouna l'a évoqué tout de suite. Oui, entendons-nous bien, moi je trouve quand même que l'argument avancé par la ville de Niamey est quand même un peu léger, et si on fait la comparaison, parce que ça veut dire que, attendez, si un parti politique veut faire un meeting à Niamey, ça sera interdit, c'est ça le problème. Vous savez, moi je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit sur d'autres plateaux de télévision, par principe, je suis contre l'interdiction des manifestations. Je l'ai dit, je l'ai répété, laissez les gens s'exprimer, laissez les gens exprimer, je l'ai dit. Donc, moi je ne suis pas d'accord avec l'interdiction des manifestations, laissez les gens manifester, et ce que mes autres confrères ont dit, c'est-à-dire que quand ça devient systématique, mais les gens ne se rendent pas compte, mais la communauté internationale regarde et ça a un impact non seulement sur l'image du pays, mais sur les classements, n'est-ce pas, d'Amnesty International et consorts concernant les libertés. Pour moi, je dis, laissez les gens, et moi, ces acteurs de la société civile, moi je salue leur recours au niveau des tribunaux, parce que c'est ce que j'avais dit ici sur ce plateau. Je veux vous dire, le combat, par exemple, concernant la société civile, concernant l'affaire du ministère de la Défense, moi, je suis de tout cœur. Concernant la malgouvernance, je suis de tout cœur. C'est peut-être la méthode
de combat sur laquelle moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je suis contre braver des interdictions et mettre des gens dans la rue et que ça aboutisse à des dérapages. Ça, je suis contre. Mais sur le principe du combat, je dis il faut le faire. Et quand la manifestation est interdite, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont saisi le juge, n'est-ce pas? Ils suivent les voies légales. Ça, c'est extrêmement important. Mais j'ai dit, je le répète, je suis complètement contre l'interdiction des manifestations. Laisser les gens s'exprimer. La société civile, je l'ai dit sur d'autres plateaux, la société civile, l'opposition politique, ce sont des choses extrêmement importantes dans un pays. Il faut laisser les gens s'exprimer, c'est leur droit. Maintenant, et même quand vous interdisez, il faut quand même avancer des arguments qui peuvent quand même... peuvent tenir. Oui, qui peuvent tenir, qui peuvent convaincre. Parce que là, ça veut dire que si un parti politique veut faire un meeting à Niamey, en principe, ça doit être interdit par la ville de Niamey. Donc, si vous n'interdisez pas l'activité d'un parti politique à Niamey, par exemple un meeting ou, je ne sais pas moi, un cortège, n'interdisez pas la manifestation des acteurs de la société civile. Laissez-les s'exprimer, n'est-ce pas? Et puis, bon, c'est comme ça, c'est ça la démocratie. C'est ça qu'on connaît. Je suis foncièrement contre l'interdiction des manifestations. Je l'ai dit, je l'ai répété. Donc, vraiment, je pense que je lance un appel à la ville de Niamey pour que, si, dorénavant, la prochaine fois, quand les acteurs de la société civile déposent en tout cas une demande de manifestation, qu'on puisse les laisser manifester. On peut, c'est-à-dire que sur 5 manifestations, bon, on peut autoriser 2, interdire 3. Bon, on va dire, ah non, oui, ça c'est bien parce qu'il y a des raisons valables. Parce que la dernière fois, ils ont autorisé. Mais non, mais là, ça commence à devenir une sorte d'habitude. C'est-à-dire que c'est systématiquement interdit et ce n'est pas bon pour l'image du pays. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Ce n'est pas bon pour l'image du pays parce que la communauté internationale, on aura l'impression que c'est un pays où les gens sont en train d'étouffer alors que ce n'est pas vrai. Donc, quand les gens déposent une demande de manifestation, faites en sorte de pouvoir les autoriser tout en les encadrant. C'est très simple. C'est pas comme ça, il n'y aura pas de dérapage, mais vraiment, cette attitude qui consiste à vouloir systématiquement interdire les manifestations de la société civile, mais ça renforce encore plus la société civile. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, en matière de communication, certaines décisions, vous pensez pouvoir blesser la société civile. Mais non! Comment ça? Mais attendez, l'interdiction de la... Mais vous interdisez la manifestation. Vous parlez des coûts médiatiques. Mais c'est évident, Mokhtar. Mais c'est un bénéfice qui est là. Ils n'ont même pas besoin de se fatiguer. Mais la communauté, ils ont déposé une demande de manifestation. La communauté urbaine de Niamey interdit. Mais ça va partout. Et c'est déjà un motif de communication. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils font pratiquement... Non, selon vous, c'est déjà un pari gagné pour la société civile. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'ils sont en train de blesser la société civile. Mais non, quand vous interdisez là, mais vous faites quelque chose, peut-être qu'ils ont même prévu et qu'ils rentrent dans une communication. Parce que là, le bénéfice, si c'est pour dire qu'ici, il n'y a pas de liberté, mais vous faites leur jeu. Et la communauté internationale le voit. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous leur rendez encore plus service. Mais alors que ce qui serait bon pour vous, c'est de les laisser manifester pour que le monde entier voit qu'il ne faut pas qu'on raconte quelque part qu'au Niger, il n'y a pas de liberté. Non, les gens peuvent manifester et exprimer leur opinion. Justice toujours, le tribunal militaire de Niamey a servi de cadre depuis le mercredi 14 octobre passé pour la tenue des procès dans l'affaire de la mort de l'élève officier Shamsuddin Talata Tchombiano. Ainsi, à l'issue des assises du tribunal militaire, les officiers arrêtés, les élèves officiers arrêtés depuis décembre 2018 dans ces dossiers ont été acquittés au bénéfice des doutes. L'information nous a été confirmée par un proche du défunt. Pour rappel, il y a 2 ans, le corps sans vie du jeune officier Shamsuddin Talata Tchombiano a été présenté à l'hôpital national de Niamey pour l'établissement de l'acte de décès. Son corps présentant alors des signes de sévices corporels s'en était suivi d'une vague de condamnation sur les réseaux sociaux et sur les médias. Gary Amadou, avez-vous d'autres informations au sujet de cette affaire? Non, je n'ai pas d'autres informations à part le verdict qui vient d'être rendu, mais ce que je sais, c'est que, en tout cas, dans tous les pays du monde,
La grande muette ne se juge pas elle-même. N'attendez pas que ce que la grande muette dise que non. Donc vous n'êtes Ça me pas rappelle. surpris que Non. les jeunes officiers qui ont été mis en cause soient acquittés? Non, en fait, au niveau de l'armée, il y a une sorte de culte, une sorte de culture du secret. Vous savez, c'est Shamsuddin, c'est la victime qui a été médiatisée. Mais chaque année, lors des formations, il y a des enfants qui meurent. Vous comprenez, lors des opérations. Mais ça me rappelle. Dans l'anonymat comme ça? Oui, bon, bien sûr, parce que c'était un peu. Son décès est arrivé à un moment où peut-être les réseaux sociaux étaient vraiment en ébullition. Et puis, sa famille a en tout cas balancé l'image avec les photos et tout. Mais ça me rappelle un film américain, je ne sais pas ceux qui s'intéressent au cinéma, qui s'appelle Les Hommes d'honneur. Un film avec Tom Cruise, Jack Nicholson et d'autres acteurs célèbres, dans lequel, justement, on fait le procès de la hiérarchie militaire par rapport au bizutage que subit un soldat. Et vous savez, les officiers ont tendance à se comporter, à ne pas comprendre pourquoi on veut... C'est-à-dire que l'armée, c'est une institution. Vous comprenez? Mais tout le monde a vu les images de ce pauvre Shamsuddin. C'est-à-dire que c'est des images qui ont fait pleurer beaucoup de gens. Il était jeune, il était talentueux, et puis là, il est mort dans des conditions. Mais par principe, moi, je respecte les décisions de justice. Et surtout quand c'est une affaire militaire sur laquelle je n'ai pas d'emprise, je n'ai pas d'éléments, je n'aime pas trop m'avancer. Mais ce que je sais... Donc vous n'avez pas assez d'informations là-dessus? Je n'ai pas assez d'informations. Mais ce que je sais, ce que j'ai dit, la grande muette ne s'auto-flagelle jamais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quand même un tribunal militaire qui juge des militaires. Et il y a un jeu... Mais si la vérité ne se manifeste pas, pourquoi... Non, c'est pas que la vérité. Il y a un jeu... L'image de l'armée, parce que derrière ce procès de Shamsuddin, je pense que c'est ça qui a fait être... Derrière ce procès de Shamsuddin, il y a comment on appelle ça là, le jugement sur le comportement de l'armée lors de formation. C'est-à-dire, on va pratiquement dire à la fin que voilà comment l'armée se comporte, on tue des gens, voilà. Mais moi, j'aurais aimé quand même qu'il y ait en tout cas, même si c'est... Des dommages. Oui, en tout cas, il faut que la famille du défunt soit dédommagée. Mais bien sûr, l'argent ne remplace pas la perte d'une vie. Mais je pense que cette affaire-là a déjà un avantage extrêmement important. Ce que depuis que Shamsuddin, le pauvre Shamsuddin est décédé, paix à son âme, et condoléances à sa fille, depuis ce jour-là, je pense que les choses ont changé radicalement. Au niveau de la formation. Bien sûr, le cas de Shamsuddin est devenu un cas emblématique qui va faire en sorte qu'il y ait pratiquement, en tout cas, une sorte d'amélioration des conditions de formation, bien sûr, sans que ça ne soit, parce que la formation, ce n'est pas un séjour à l'hôtel, mais au moins que les bizutages et les pratiques corporelles violentes soient en tout cas de moins en moins appliquées. Issa Madougou, quelles leçons peut-on tirer du traitement de cette affaire de Shamsuddin Talata Kambiano? Il y a des points de divergence, ce que Gary disait tout à l'heure, la grande muette. L'armée en 2020 n'est pas l'armée des années antérieures. Il ne faut pas toujours assimiler l'armée à des bidasses, quoi. Aujourd'hui, l'armée, c'est une armée intellectuelle. Les gens qui vont dans l'armée, le plus souvent aujourd'hui, on sont sortis des grandes écoles. Donc, pourquoi pas, cette armée ne devrait pas refléter aujourd'hui la réalité du monde dans lequel nous vivons. C'est un village planétaire. Aujourd'hui, cette histoire du jeune officier qui a été tué a dépassé nos frontières. Tout le monde entier était au courant de ce qui s'est passé. Donc, le fait de dire que non, c'est la grande muette, mais quand même, il faut que justice soit rendue. On ne peut pas continuer aujourd'hui à ôter la vie de quelqu'un, même si c'est au sein de la grande muette. Pourquoi quand aujourd'hui il y a des opérations militaires, il y a toujours des OPJ qui accompagnent les militaires? C'est pour dire qu'il y a des règles à respecter. Donc, pourquoi parmi eux, quand il y a des bavures, on ne peut pas sanctionner? C'est pas normal. Il ne faut pas qu'on continue à dire non, c'est l'armée, la grande muette, cette grande muette. Aujourd'hui, l'armée, elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle. Il y a des cadres supérieurs aujourd'hui qui ont intégré l'armée, qui sont sortis des grandes écoles. Et leur formation aujourd'hui, on le sait, les ingénieurs qui passent même à l'extérieur pour les cours d'officier, les cours d'application, sortent le plus souvent majeurs de leur promotion. Donc, on ne peut pas être majeur de sa promotion et puis être bidas. Donc, ce qui veut dire que l'armée d'antan, ce n'est plus cette armée aujourd'hui. Il faut que les gens comprennent que cette institution, aujourd'hui, s'est métamorphosée avec le monde actuel, ce village planétaire dans lequel nous vivons. C'est pour cela qu'elle doit se conformer. Elle doit rendre justice
aujourd'hui. Il ne suffit pas de faire des trucs pour faire des plaire à certains hauts gradés ou bien à certains qui se sentent concernés pour dire on ne peut plus continuer cela pour dire que non, c'est l'armée, c'est la grande muette. Et cette grande muette, même, ce sont des hommes qui les animent. C'est des êtres humains qui ont des droits et des devoirs. Donc, la justice doit faire son travail. Même si c'est une justice militaire, elle doit faire ce travail. Et pourquoi les gens jugent des gens qui sont accusés pour des tentatives de coup d'État, dont leur avocat jusque-là, c'est la même justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Donc pourquoi aujourd'hui, sur des faits qui ont été constatés par des médecins, que des services sur son corps, on puisse dire que les faits ne sont pas constitués. Donc vous voyez un peu, il faut que les gens comprennent qu'on n'est plus dans ce monde d'antan où on va dire que non, c'est l'armée, la grande muette, toujours avec ce slogan, la grande muette, la grande muette. Non, c'est une armée intellectuelle que nous avons. Ce n'est plus l'armée des bidas que nous avons. Doivent évoluer selon vous, Issa? Non, l'évolution y est même. Ça y est aujourd'hui dans l'armée. Aujourd'hui, l'armée nigérienne, c'est une armée intellectuelle. C'est une armée de braves cadres qui y animent aujourd'hui. Donc c'est pour cela que cette qualité de ressources humaines dont elle regorge doit être valorisée à travers des décisions justes et nobles, parce que ce sont des humains, les mêmes êtres humains qui jouissent des mêmes droits et devoirs qui animent cette institution. Merci Issa Madougou, Gary Amadou. Gary Amadou, l'élève officier Talata Tchombiano Chamsoudine semble avoir subi des sévices corporels graves durant sa formation au centre d'instruction de l'armée à Tondibia. Oui, en tout cas, les images prouvent que quand même il a subi de graves dommages. Ce que Issa est en train de dire, c'est-à-dire que quand il dit que l'armée il y a des cadres, mais tout le monde sait que l'armée a des cadres. Même quand je parle de l'armée des États-Unis, vous comprenez, quand on accuse l'armée américaine d'avoir commis des sévices à Abu Ghraib, bien sûr, l'armée américaine mène une enquête, mais le comportement, moi je suis en train de décrire le comportement des armées d'une façon générale. Les comportements des armées ont... Mais il faut que ça change. Non, je suis d'accord. Attention, je ne suis pas en train de défendre le verdict. Hein. Non, je ne suis pas en train... J'ai dit comment l'armée se comporte. L'armée, quand il s'agit de son propre fonctionnement, parce que comparer le coup d'État à ce qui s'est passé avec Chamsoudine, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Là, c'est un groupe de militaires qui tente de déstabiliser, non pas mais l'institution de la République, c'est différent. Mais là, c'est l'armée dans son fonctionnement, dans sa formation, que ce procès-là tente de remettre en cause. S'il y a des condamnations, ça veut dire que c'est-à-dire que l'armée s'est sentie comme une institution qui était menacée. Il fallait tout simplement la défendre. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que des gens, n'est-ce pas, perdent la vie au cours des formations. Ce n'est pas que je vais banaliser, hein, mais j'ai dit voilà comment l'armée se comporte. Mais j'aurais aimé quand même, c'est vrai, que la mémoire de Chamsoudine soit quand même un peu plus en tout cas, respectée. C'est pourquoi j'avais parlé justement des dommages. Mais l'armée, c'est vraiment... Et quoi qu'on dise, hein, malgré tous les cadres qui font des grandes écoles, etc., même avant, n'est-ce pas, les Kounchas, ce n'étaient pas des ignorants, c'était l'armée d'avant, c'était des gens qui ont étudié. Kounché et tout le CMS, c'était des gens qui ont quelque chose dans la tête. L'armée n'a pas été créée maintenant. Mais c'est une institution qui a son fonctionnement. Mais c'est vrai que ce que Issa dit est vrai. Il faut que cette armée-là, en tout cas, elle se mette en phase avec le monde moderne, n'est-ce pas? S'il y a des procès à l'interne, que ça puisse être sanctionné et que ça puisse servir de leçon. Ça, c'est tout le monde est d'accord sur ça. Mamoudou Diado, en une minute, comment éviter de tels drames à l'avenir? Mais éviter de tels drames à l'avenir, c'est de prendre des dispositions. Pour le respect des droits humains. Pour le respect des droits humains, parce qu'on ne peut plus continuer aujourd'hui à incorporer le châtiment corporel à quand même des officiers ou bien des élèves officiers. Ça ne tient pas la route en fait. Donc nous, on aurait bien voulu qu'il y ait des punitions au-delà des arrestations et autres faites par la hiérarchie militaire, qu'on aille plus, qu'on montre, qu'on soit sévère dans les punitions. Parce que, en fait, ça devrait servir d'exemple, la mort de Chamsoudine Tchombiano. Il y a eu plusieurs cas, mais pour Chamsoudine,
malheureusement, c'est ce que nous avons vu, qui a été médiatisé. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités. Maïmouna Diado, journaliste indépendante, Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Issa Madougou, journaliste indépendant également. Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur les 45 radios partenaires du studio Kalangou pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur la scolarisation de la jeune fille à Iferouane, et dimanche le forum en Zarma sur l'importance de la production des produits bio au Niger. Merci aussi à la technique côté son assurée par Saini Isaka et à la réalisation Adama Adawaki. Merci, au revoir.